tous. Je voudrais vous présenter encore une fois, et pour vous dire qu'elle se porte bien, la formation en médecine traditionnelle chinoise Yinergi. Voilà bientôt 15 ans que, sous des noms divers, Institut Shenming d'abord, puis finalement sous le nom de Yinergi, un Y au début, un Y à la fin, eh bien nous continuons de partager un savoir qui est fondamentalement enraciné dans la tradition chinoise, le corpus de connaissances de ce qu'on appelle aujourd'hui médecine traditionnelle chinoise. Mais nous le faisons ici, à Yinergi, près d'Aix-en-Provence, à la Phare-les-Oliviers très exactement, d'une manière assez originale, dans un cadre assez confidentiel. C'est une petite structure qui ne se destine pas à avoir beaucoup d'élèves, qui ne cherchent pas à faire de l'argent. Ce n'est pas une entreprise commerciale, c'est important de le dire. C'est une structure associative et néanmoins exigeante, puisque cela ne nous empêche pas d'avoir des relations avec différentes universités. Je suis moi-même agrégé et docteur de l'université, diplômé de l'université d'État de Shanghai en ce qui concerne la médecine chinoise, médaillé d'honneur par le général Wang Sujian, médecin traditionnel chinois de l'armée chinoise à Pékin, invité occasionnellement, y compris dans des universités de médecine en France pour des conférences diverses. Donc, sur le terrain de la compétition, surtout pas sur celui de la compétition économique ou commerciale. Mais je veux que cet institut soit évidemment un lieu de transmission des connaissances et aussi un lieu de questionnement sur le sens profond de la médecine et de la santé. Alors, c'est la raison pour laquelle mon discours, aussi peut-être parce que je suis philosophe et un lointain admirateur de Socrate, un fervent admirateur de Socrate et lointain héritier de Socrate, donc je pose de temps en temps des questions qui peuvent éventuellement agacer, mais je vous prie de ne pas l'entendre d'une oreille agacée, ce discours. Je vous prie d'y entendre vraiment le questionnement exigeant d'un amoureux de la vie qui cherche à rester relié à ce qu'il y a de vivant en nous, à ce qu'il y a de vivant dans la pratique de la médecine, dans notre rapport au patient. Nous avons besoin de sens, et c'est ce sens que je continue d'interroger à travers la transmission de la médecine chinoise, qui ne se transmet pas, je dirais, comme un patrimoine lié après le décès du grand-père. Non, c'est un patrimoine vivant et qui nécessite à chaque génération d'être re-questionné, d'être interrogé dans la manière dont il est reçu et mis en œuvre. Alors, il existe des centres de médecine traditionnelle chinoise un petit peu partout en France, vous les connaissez peut-être, qui disposent de patentes qui leur sont assurées par le fait que ces instituts transmettent des programmes d'enseignement universitaire chinois, tels qu'ils sont transmis dans les universités chinoises. Mais je crois que nous, en France, évidemment, nous devons transmettre ces informations, ces enseignements, si nous voulons faire de la médecine chinoise, mais nous ne pouvons pas le faire sans accompagner cette transmission d'un questionnement critique, d'un minimum de questions critiques. Je crois que l'exportation de ces programmes sans examen critique pose problème. Je voudrais vous donner 2 ou 3 exemples et qui vous permettront de mieux comprendre, si vous voulez, l'esprit dans lequel nous pratiquons la médecine chinoise dans les formations Yinergi.
Parlons par exemple, donc 3 exemples. Un premier exemple, celui de la pratique de la pharmacopée. Alors, dans la pharmacopée chinoise, on insiste sur le fait que, c'est un beau principe, le patient doit être mis en résonance avec son environnement naturel. Et les plantes servent à cela. Les plantes ne sont pas des produits chimiques identiques partout sur la planète, mais elles sont différentes. Et on utilise, conseil de la médecine chinoise, on utilise de préférence les plantes issues du biotope, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel on évolue soi-même. Alors, première question, quand on étudie la médecine chinoise en France comme on l'étudie en Chine, eh bien on étudie les plantes chinoises et on s'adresse ensuite à des laboratoires qui nous fournissent des plantes qu'ils ont fait venir de Chine. Donc on soigne non pas avec les plantes du biotope, c'est-à-dire de l'environnement du patient, mais avec des plantes qui ont fait 9 ou 10 000 km en avion. Donc question, est-on encore véritablement cohérent avec les beaux principes philosophiques et écologiques de la médecine traditionnelle chinoise? Vous voyez que ce qui est dit, et qui a une certaine pertinence quand c'est dit, est mis en œuvre à Pékin ou à Shanghai, perd complètement son sens dès lors que on fait exactement la même chose, qu'on imite, je dirais un petit peu comme un singe, ou qu'on répète comme un perroquet, des informations qui sont transmises ici dans nos instituts français. Là, il faut adapter. Alors pourquoi ne pas utiliser donc les plantes de notre biotope, puisque c'est ce que conseille la médecine chinoise? Nous avons des plantes médicinales en Europe. Dans le Guillaume et Maquieu, dans ce merveilleux livre de pharmacopée chinoise, eh bien vous avez une partie par exemple sur les remèdes occidentaux. Et pourquoi donc ne pas enrichir l'arsenal pharmacologique dans la transmission de cet enseignement, l'arsenal pharmacologique chinois de toutes les plantes, de notre naturopathie, de notre aromathérapie. Pourquoi pas? C'est tout à fait cohérent avec les principes de la médecine chinoise, même si ce n'est pas ce que font les Chinois en Chine, puisque eux, effectivement, ils n'ont pas les huiles essentielles, par exemple. Nos huiles essentielles de romarin, verbenone. Le deuxième problème que je voudrais évoquer pour illustrer notre propos, c'est celui des urgences. Quand un patient arrive avec une grippe, donc une affection aiguë, qui peut évoluer très vite, il est relativement incohérent de lui administrer des plantes chinoises qu'on va commander donc par Internet, qui vont mettre 3 jours, parfois plus d'1 semaine. Certains laboratoires mettent parfois, hélas, plus d'1 dizaine de jours avant de faire acheminer leurs plantes chez les patients. Là, on a un véritable problème de cohérence, puisque en médecine chinoise, un syndrome est toujours lié à un instant. Il n'est valable que dans l'instant, spécialement pour les pathologies aiguës. Voilà, un problème de cohérence qui pourrait se régler en utilisant, encore une fois, des huiles essentielles. Lorsque vous souffrez d'un rhume, d'une grippe, d'une angine, d'une bronchite, vous pouvez traiter, selon les principes de la médecine chinoise, avec des huiles essentielles occidentales que le patient peut aller acheter dans la pharmacie qui se trouve au coin de la rue et commencer son traitement tout de suite. Voilà, problème de mise en cohérence. Mais il y a un problème plus profond et plus intéressant, je trouve, c'est celui des troubles psychiques. Celui des troubles psychiques
Si vous lisez ce qui est écrit dans les manuels modernes de médecine chinoise, ce que vous en trouvez traduit dans les livres de Siono, par exemple, concernant les troubles psychiques en médecine chinoise, là je crois qu'il y a à redire sur le fond. Croire qu'on pourra traiter ces troubles avec la méthode moderne de la MTC, les troubles psychiques, les névroses un petit peu carabinées ou les psychoses, avec ces méthodes modernes et les livres de Siono, c'est je pense, de la mystification. Pourquoi ? Parce que les maladies psychiques ont une double étiologie. Elles ont une étiologie organique énergétique si vous voulez, mais elles ont aussi une étiologie symbolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que les maladies psychiques ont une double étiologie et que ce type de problème nécessite un diagnostic et des traitements un petit peu plus complexes et riches que ne le proposent les manuels de MTC modernes. Bien, ça veut dire que oui, il faut soigner le corps, oui, en partie. Par exemple, vous savez qu'en vertu de la théorie des 5 éléments, il y a une relation entre cette théorie des résonances, il y a une correspondance entre le poumon et la tristesse, il y a une correspondance entre le foie et la colère et la dépression, etc. Bon, vous trouvez ces généralités dans les livres de Siono, par exemple, dans moult manuels de MTC. Ce sont des généralités utiles, mais largement insuffisantes. Croire que vous sauverez quelqu'un d'une dépression carabinée ou d'une crise de décompensation psychotique avec cette méthode, c'est vraiment de la mystification. Eh bien, parce que il faut aussi soigner le système symbolique du malade, c'est-à-dire son langage au sens verbal et infraverbal, son langage corporel. En Chine traditionnelle, les différentes voies spirituelles servaient jadis de théorie comportementale. Il était évident qu'elles venaient en soutien d'une pratique de la médecine traditionnelle chinoise pour les patients, comme pour les thérapeutes d'ailleurs eux-mêmes, qui étaient toujours bouddhistes, confucéens, taoïstes, avec une démarche spirituelle, avec cette quête de sens, et surtout ces techniques d'ascèse psychocorporelle. Je ne dis pas qu'il faut être bouddhiste au sens où il faut croire dans le Bouddha, je ne dis pas qu'il faut être confucéen dans le sens où il faudrait considérer Confucius comme un dieu. Je ne dis pas qu'il faut avoir une religion chinoise pour pratiquer efficacement la médecine chinoise, ce qui serait vraiment obscurantiste, complètement rétrograde. Non, mais je dis que la pratique de la médecine chinoise, que les modernes, depuis Mao en Chine, ont voulu séparer de leur background spirituel, c'est-à-dire ont voulu couper de leur fondement philosophique et religieux traditionnel. Bien, cette rupture a eu les pires effets parce qu'elle réduit, pour ce qui concerne les troubles psychologiques, la médecine chinoise à une espèce de mécanique énergétique, finalement, comme s'il s'agissait simplement pour guérir la dépression, par exemple, de corriger l'énergie du poumon, du foie, que sais-je, comme s'il s'agissait simplement de mécanique énergétique. Bon, là, je crois que la médecine traditionnelle chinoise, qui est une invention moderne, donc comme
je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est une réinvention, une réinterprétation maoïste de l'histoire. Cette médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire cette médecine moderne, en réalité, a l'inconvénient de verser dans le dénigrement. Valorise les techniques susceptibles d'être validées scientifiquement, comme la pratique de l'acupuncture, ou bien la pharmacopée, puisqu'on peut soumettre les plantes à des examens biochimiques qui permettent de connaître leur composition et leurs effets chimiques après ingestion. Alors tout ça est très intéressant et très utile, mais réducteur. Le problème, et vous le voyez, s'exprime notamment par la relégation du Qigong à une technique de soins marginale, sinon superstitieuse. Comme Siono, d'ailleurs, l'un des porte-paroles de ces programmes officiels chinois en France, l'exprime lui-même assez régulièrement dans ses vidéos, dans certaines vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc là, je crois que la médecine chinoise, sans cet arrière-fond philosophico-religieux, boite sur une seule jambe. Et elle tombe un petit peu dans le même travers que cette psychologie, ou cette partie de la psychologie occidentale qui a voulu considérer que les troubles psychiques ne relevaient que de désordres organiques, de lésions organiques qu'on pouvait traiter par des médicaments chimiques. Je veux dire la psychiatrie. Voilà, là je crois qu'il y a un lieu de question. À mon avis, il est impossible d'aider véritablement quelqu'un, d'aider véritablement les gens, d'aider véritablement nos patients, si on ne les aide pas à se réapproprier le sens des choses. Une médecine qui se priverait d'un questionnement sur le sens et qui ne se doterait pas de tous les outils pour permettre à ses patients de retrouver le sens des choses, c'est une médecine symptomatique, une médecine qui cherche simplement à éliminer des symptômes. Et la médecine chinoise moderne, la médecine chinoise qui s'appelle médecine traditionnelle chinoise, mais qui est en réalité donc une médecine moderne, n'échappe pas à cette critique. C'est une médecine symptomatique très loin de la médecine universelle qu'aspirait à être la véritable, ou l'ancienne médecine traditionnelle chinoise. Il faut aider nos patients à mettre des mots, M-O-T-S, sur leurs mots. Il faut les aider à construire un langage, c'est-à-dire les aider à vivre, à réapprendre à vivre, à organiser leur vie, à mettre de l'ordre dans leur vie, à mettre de l'ordre dans ce que j'appelle le système symbolique, c'est-à-dire notre langage. Nous parlons avec des mots, avec des gestes, nous parlons par notre manière de vivre, de manger, de nous laver, d'être en relation avec les uns et les autres, nous parlons par notre manière d'avoir des relations avec nos enfants, avec nos amis, avec nos épouses, des relations sexuelles aussi. Tout cela constitue un langage plus ou moins sain, plus ou moins morbide, plus ou moins apte à nous rendre la vie plus belle ou au contraire à nous la pourrir. Et c'est ce questionnement que nous permet d'approfondir le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme et d'une manière générale l'enquête philosophique. On peut élargir à la relecture des philosophes occidentaux, évidemment. Et là, je crois que c'est indispensable parce qu'il y a une lacune dans ce qu'on appelle aujourd'hui MTC en France, un angle mort qu'il faut revisiter à la lumière de l'histoire des spiritualités chinoises et de la psychologie occidentale. Et c'est ça, je crois, l'apport
l'apport des formations énergie, la véritable plus-value des formations énergie. Un savoir traditionnel, hein, celui qui est transmis dans les universités chinoises, n'est rien s'il n'est pas accompagné d'un véritable questionnement sur le sens de ce que nous faisons, sur la manière dont nous pouvons l'adapter efficacement au contexte qui est le nôtre, ici et maintenant, en France, en 2018. Bien, si vous voulez continuer ce questionnement et entrer concrètement dans ce questionnement et sa mise en œuvre au quotidien, je vous invite à nous retrouver pour une journée portes ouvertes le 24 juin, dimanche 24 juin 2018, l'après-midi à partir de 14 h ici à la Phare Les Oliviers. Je vous souhaite en attendant un beau printemps, que le soleil revienne et à très bientôt.